Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Helena Walker avait toujours marché la tête basse dans ce monde bâti pour ceux qui parlent fort et regardent de haut. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une habitude apprise tôt. Très tôt. Le genre de posture qu'on adopte quand on comprend, enfant, que les gens comme soi doivent éviter de déranger l'ordre établi. À l'école, elle parlait peu, observait beaucoup. On la croyait timide. En réalité, elle écoutait le monde avec une précision que peu possédaient. Elle était la fille d'une infirmière afro-américaine, Gloria Walker, respectée mais épuisée par des années de nuit blanche à l'hôpital municipal, et de Thomas Walker, un homme aussi silencieux que le moteur qu'il réparait chaque jour à l'atelier. Ensemble, ils avaient élevé leur fille dans une maison modeste à la peinture écaillée, nichée au fond d'une rue de Jackson, Mississippi. Il n'y avait pas de luxe, ni de vacances, ni de cadeaux hors saison. Mais il y avait une chose inébranlable, l'amour. Et une exigence simple mais constante, sois droite, travaille dur, et ne t'excuse pas d'être qui tu es. C'est dans ce cocon rugueux mais sincère qu'Helena avait reçu un héritage inattendu. Son grand-père, Ezekiel Walker, vétéran décoré de la guerre du Vietnam, vivait dans une petite cabane en bois derrière leur maison. Il ne parlait presque jamais de la guerre. Mais certains jours d'été, quand les bruits de la ville semblaient s'éteindre, il emmenait Helena dans les bois. Là, dans une clairière qu'il appelait « le sanctuaire du silence », il posait un fusil dans ses mains. Pas pour tuer, jamais. Mais pour comprendre. Le tir, c'est pas de la violence, ma petite, lui disait-il. C'est de la vérité. Tu vises pas juste avec tes yeux. Tu vises avec ton calme. Avec lui, elle a pris le souffle, la patience, la maîtrise de soi. Il faisait d'elle non pas une tireuse, mais une disciple du silence. Mais personne, ou presque, ne savait cela. Pas même ses parents. C'était leur secret. Un lien invisible entre deux âmes abîmées, mais lucides. Et quand Ézéchiel mourut, Helena enterra le fusil dans un coffre en bois derrière la maison. Elle n'y toucha plus pendant des années. À 28 ans, Helena vivait toujours à Jackson. Chaque matin, elle enfourchait sa vieille camionnette Chevrolet pour livrer des colis. C'était un travail sans éclat, mais elle le faisait bien. Le soir, elle se rendait au centre communautaire du quartier, un ancien bâtiment décrépit devenu refuge pour les enfants abandonnés aux rues. Là-bas, elle avait relancé un vieux programme de tir à l'air comprimé. Ce n'était pas officiel, ni financé. Mais elle y croyait. Elle y voyait la même chose que son grand-père, la possibilité, à travers la discipline, d'apprendre à exister dans un monde qui vous ignore. Personne ne parlait d'elle dans les journaux. Elle ne postait rien sur les réseaux. Aucun diplôme prestigieux n'ornait ses murs. Mais pour les jeunes qu'elle entraînait, elle était une légende. Une légende discrète. Une grande sœur. Un phare dans la nuit. Et puis, un matin d'hiver, tout bascula. Elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe d'un ivoire parfait, cachetée à la cire dorée. À l'intérieur, une lettre imprimée sur un papier épais, gaufré, au parfum subtil. Les mots semblaient sortis d'un autre monde. Mademoiselle Helena Walker. Vous êtes officiellement invitée à représenter votre État lors de la 18e édition du tournoi international de tir d'élite, de Legacy Cup. L'événement aura lieu en Arizona, au Desert Oak Range. Le gagnant remportera une récompense de $500 000. Tenue de rigueur, professionnelle. Aucun sponsor requis. Votre présence a été personnellement recommandée. RSVP dans les 5 jours. Elle lut la lettre 3 fois. Pas de contact. Pas d'explication. Qui avait envoyé cela? Et surtout, comment connaissait-on son nom? The Legacy Cup n'était pas un tournoi ordinaire. C'était un cercle fermé. Une arène pour les puissants, les riches, les héritiers de dynasties militaires et industrielles. Organisé chaque année par le très influent Charles Chuck Remington III, patron de l'entreprise Remington Armory et Défense, l'événement était moins une compétition qu'un spectacle, de costumes hors de prix, de fusils en or, de performances filmées et rediffusées dans les milieux huppés. Chuck, 41 ans, charismatique et méprisant,
il régnait comme un dieu sur son temple. Ancien diplômé de West Point, mais surtout fils de milliardaire, il aimait rappeler que son sang valait plus que n'importe quelle expérience. Il avait remporté la Legacy Cup 7 fois d'affilée. Et personne ne doutait qu'il remporterait la 8e. Personne, sauf celui ou celle qui avait inscrit Elena. Et dans les jours qui suivirent, une question hanta l'esprit de la jeune femme. Pourquoi moi? Elle en parla à personne. Mais elle répondit à l'invitation. Non pour l'argent. Pas pour la gloire. Mais parce que quelque chose, au fond d'elle, venait de se réveiller. Quelque chose qu'elle avait enterré avec le fusil de son grand-père. Un souffle. Un silence. Et une promesse. Lorsqu'Elena arrive à Phoenix, elle sent immédiatement le décalage. Tout, dans cet aéroport privé, semble appartenir à une autre planète, les limousines alignées comme un cortège de rois, les hôtesses apprêtées au millimètre, les gardes armés en costume discret qui surveillent sans paraître surveillés. À la sortie du terminal, son vieux sac de sport en toile détonne au milieu des valises en cuir italien. Elle serre la sangle contre son épaule et avance, droite. Un SUV noir aux vitres teintées l'attend. Le chauffeur, un homme pâle, ganté, l'observe brièvement comme s'il hésitait à confirmer son identité. Miss Walker? Oui. Il hoche la tête sans sourire et ouvre la porte arrière sans un mot. Le trajet jusqu'au désert Oak Range, un domaine privé au cœur du désert arizonien, dure 1 heure. Par la fenêtre, Elena regarde les montagnes arides, les plaines rouges et l'horizon brûlé de soleil. Un paysage brutal, mais clair. Sans fioritures. Elle se sent étrangement à l'aise. Mais à peine descendue du véhicule, tout change. Le portail du complexe s'ouvre sur une allée bordée de drapeaux américains et de statues de bronze représentant des figures militaires. Le personnel sur place est habillé avec rigueur, tailleur, gilet tactique, oreillettes. Des regards se tournent vers elle, certains curieux, d'autres visiblement agacés. Une femme noire, venue seule, en jean délavé et bottes de randonnée, portant un fusil dans un étui de toile? Ce n'était pas le portrait typique des invités du Legacy Cup. Un jeune assistant s'approche, mal à l'aise, tenant une tablette. Mademoiselle Walker? Vous êtes certaine d'être au bon événement? Elle le regarde droit dans les yeux. Oui. Il s'efface, rouge, sans ajouter un mot. Dans l'espace réservé aux compétiteurs, les regards deviennent plus lourds, plus directs. Ici, les concurrents portent des uniformes personnalisés, sponsorisés par des marques d'armement ou des firmes de sécurité privées. Des écussons brillent sur les manches. Les fusils, posés dans des mallettes étanches, valent chacun plus qu'une voiture. Et au centre du cercle, entouré d'un groupe d'hommes au visage brillant de suffisance, se tient Chuck Remington III. Veste kaki ajustée, lunettes miroirs, sourire carnassier. Il rit fort, tape dans les mains, fait des blagues que tout le monde applaudit, même si elles sont creuses. Quand il aperçoit Elena, il baisse ses lunettes et la dévisage. Eh ben tiens. On recrute chez FedEx maintenant? Un autre, tout près, ricane. T'es sûr que t'as pris la bonne sortie d'autoroute, ma jolie? Ici, c'est pas pour vendre des cookies. Elle est là pour nettoyer les douilles, non, ajoute un troisième avec un accent texan exagéré. Les rires fusent. Pas de gêne. Pas de retenue. Juste le sentiment d'être chez soi, en territoire conquis. Même les journalistes présents ne se tournent pas vers elle. Leurs caméras sont braquées sur Remington, sur ses coéquipiers, sur leurs poignées de main musclées et leurs déclarations pompeuses. On diffuse des slogans comme « précision »,« puissance »,« prestige » sur les écrans géants autour du stand. Mais Elena, elle, ne répond pas. Elle ne plisse même pas les yeux. Elle marche jusqu'à sa zone, loin du groupe, là où personne ne semble vouloir s'asseoir. Elle pose son sac au sol. Lentement, calmement, elle en sort une vieille Winchester 70, à la crosse de bois patiné. L'arme n'est pas Tapac s'engrave l'œil. Elle est simple. Élégante dans sa rusticité. On entend des chuchotements moqueurs. Elle va chasser le lapin, ou quoi? Elle ignore. Elle essuie le canon avec un chiffon propre. Visse une lunette d'ancienne génération.
Vérifie chaque pièce avec une concentration qui ferait rougir n'importe quel expert. Puis elle s'assied sur le banc de tir. Seule. Le vent du désert souffle doucement sur son visage. Elle ferme les yeux un instant. Le vacarme autour d'elle disparaît. Les blagues, les moqueries, les flashs. Tout devient flou, lointain. Ce qui reste, c'est le silence. Celui qu'elle a toujours connu. Celui de son grand-père, de son enfance dans les bois. Et dans sa tête, comme une prière secrète, la voix grave et douce d'Ezekiel Walker résonne. Le tir n'est pas une démonstration de force. C'est une conversation entre ton souffle, ton cœur, et le temps. Elle inspire. Elle est prête. Pas à prouver. Mais à rappeler. Le tournoi commence. Le soleil est déjà haut dans le ciel d'Arizona, dardant ses rayons brûlants sur le pas de tir sablonneux du désert Oak Range. Des tentes haut de gamme ont été dressées pour les invités VIP, fauteuils en cuir, boissons fraîches servies par des serveurs gantés, et écrans haute définition diffusant chaque tir en direct. Le terrain de tir s'étend sur près d'1 kilomètre de désert. Les cibles sont mobiles, placées à différentes distances, 300, 500, 800 et 1000 mètres. Certaines glissent latéralement, d'autres apparaissent soudainement, propulsées par un mécanisme pneumatique. Et pour corser le tout, le vent souffle par rafales irrégulières, imprévisibles. Un véritable enfer pour les tireurs, mais un spectacle parfait pour les spectateurs. Chuck Remington passe en premier. Il enlève sa veste, révélant un maillot de tir personnalisé orné de son blason familial, une tête d'aigle doré entourée d'étoiles. On le filme sous tous les angles. Il sourit, envoie un baiser vers une caméra, ajuste ses gants en cuir, puis s'allonge sur la plateforme. Son arme est un monstre technologique, fusil de précision à verrou en fibre de carbone, lunettes numériques avec télémètre intégré, trépied stabilisateur automatique. Un bijou d'ingénierie militaire à $35 000. Attention, tir numéro 1, feu. Premier tir, impact au centre. Deuxième tir, encore au centre. Troisième, quatrième, huitième, chaque balle fend l'air avec une précision chirurgicale. Les spectateurs applaudissent à chaque impact. Les commentateurs murmurent des superlatifs, maîtrise absolue, domination technique, digne d'un record. Mais à la 9e cible, un coup de vent brusque frappe le pas de tir. Chuck hésite une demi-seconde, tire, et rate. Juste à gauche du centre. Un dixième de seconde de trop. L'écran géant affiche une légère variation, 9,3 points sur 10. Il serre la mâchoire, mais garde le sourire. Il sait qu'aucun des autres concurrents n'égale son niveau. Du moins, c'est ce qu'il croit. Puis vient le tour d'Elena. Silence gêné dans les haut-parleurs. Les organisateurs marmonnent. Les caméras n'ont même pas été préparées pour elle. Il faut ajuster les objectifs en urgence. Un journaliste plaisante. Si elle touche au moins une cible, je lui offre ma Rolex. Un rire nerveux lui répond. Elena, elle, s'avance sans un mot. Elle ne porte ni combinaison technique, ni gants. Juste un jean, une chemise beige rentrée dans un pantalon, et une casquette usée. Son fusil, sa Winchester 70, semble presque anachronique au milieu de toute cette technologie. Elle s'allonge. Pose son coude gauche dans la terre. Calme. Économe en gestes. Elle n'a pas besoin de trépied, elle devient elle-même son propre support. Premier tir. Elle ajuste manuellement la lunette, prend une inspiration lente, bloque son souffle. Tir. Impact net. Centre absolu. Un petit ding sec, métallique, retentit sur la cible. Quelques spectateurs se redressent légèrement. Les juges se regardent. Deuxième tir. Même procédure. Pas une variation dans sa respiration. Pas une émotion sur son visage. Impact parfait. Les techniciens derrière les écrans commencent à agrandir les images, à zoomer sur les cibles. Les deux impacts sont si proches qu'ils se chevauchent presque. Troisième. Quatrième. Cinquième. Les rires se sont tus. Les visages changent. Les caméras, qui jusqu'ici suivaient Chuck en train de rire avec des invités, pivotent toutes vers Elena.
Un opérateur de drone murmure. Zoomé sur elle, quelque chose est en train de se passer. 7e tir. 8e. 9e. Chaque balle trouve le centre exact de la cible, sans jamais dévier d'un millimètre. Les projecteurs LED reflètent les impacts en direct. Silence absolu sur le stand. Les juges, debout, les tablettes à la main, tremblent presque de stupéfaction. Les spectateurs, lunettes de soleil baissées, suivent ces gestes comme s'ils regardaient une chorégraphie. Puis vient le 10e tir. Le vent se lève brusquement, plus fort que jamais. Un tourbillon sec soulève la poussière sur la plaine. Même les bâches vibrent. C'est exactement ce qui avait déstabilisé Chuck. Elena ne bouge pas. Elle ferme les yeux une seconde. Dans ce chaos d'air brûlant, elle ne lutte pas contre le vent. Elle l'écoute. Elle calcule, dans sa tête, la direction, la force, le délai. Pas avec des chiffres. Avec son instinct. Celui de son grand-père, transmis sans mots. Elle ouvre les yeux. Inspire. Tire. Le son du 10e impact est net. Direct. Propre. Les écrans affichent une cible parfaite. 10 tirs. 10 centres absolus. Un score parfait. Du jamais vu dans l'histoire du Legacy Cup. La compétition est terminée. Le soleil descend lentement sur les collines rouges de l'Arizona, projetant des ombres longues et brûlantes sur le terrain désormais vide. Les autres concurrents ont rangé leurs affaires. Certains s'éclipsent discrètement, d'autres feignent de parler d'autre chose. Mais tous jettent encore un coup d'œil furtif vers celle qu'ils n'avaient pas vue venir, Elena Walker. Les organisateurs, en retrait, échangent à voix basse, visiblement agités. Les tablettes défilent les scores en boucle. Les jurés cherchent des failles, des erreurs, un détail technique pour invalider la performance d'Elena, mais il n'y en a pas. Elle est en tête. Officiellement. Formellement. Définitivement. Et cela dérange. C'est alors que Chuck Remington s'avance, seul. Fini les rires, les plaisanteries, les accolades entre riches. Il a ôté ses lunettes. Ses yeux sont froids, presque suppliants sous son arrogance fissurée. Elena est toujours assise près de son sac, à l'écart. Elle vérifie une dernière fois le verrou de sa Winchester, comme si elle refermait un chapitre qu'elle seule comprend. Chuck s'arrête à quelques pas. Il baisse la voix. Écoute, je peux te proposer un chèque. Un gros. Plus gros que le prix du tournoi. Tu effaces ton nom de la liste. On dira que tu t'es retiré, que t'as eu un empêchement de dernière minute. Personne n'a besoin de savoir. Toi, tu repars avec bien plus que 500 000. Et nous, on garde la tradition intacte. Elena ne se retourne pas tout de suite. Elle ferme lentement la boucle de son étui en toile, puis se lève. Elle le fixe, droit dans les yeux. Longuement. Avec une sérénité désarmante. Puis elle murmure, sans hausser le ton. Vous voulez que je sois invisible, encore ? Chuck ouvre la bouche, mais rien ne sort. Ses mâchoires se contractent. Il est debout devant elle, mais c'est lui qui semble plus petit. Elle le contourne sans ajouter un mot, laissant dans l'air un silence plus violent que n'importe quelle réponse. Quelques minutes plus tard, un responsable monte sur l'estrade. Les écrans affichent enfin les résultats officiels. Première place, Elena Walker score, cent pour cents. Une onde traverse la foule. Certains applaudissent timidement. D'autres se taisent. Et quelques-uns détournent simplement le regard. L'humiliation est subtile, mais profonde. Chuck est relégué à la 2e place. Lui, le septuple champion, détrôné par une femme inconnue, sans sponsor, sans costume, sans légitimité sociale, mais avec un talent qu'ils n'ont jamais su reconnaître. Un assistant s'approche d'Elena avec un micro. Elle secoue doucement la tête. Puis, voyant les caméras qui la fixent, elle le prend finalement. Non pas pour célébrer, mais pour rétablir. Elle monte sur la petite scène. Pas d'effusion. Pas de sourire. Le désert s'est figé. Même les oiseaux semblent s'être tus. Elle regarde l'horizon une seconde. Puis la foule. Et enfin l'objectif. Sa voix est calme,
posée, tranchante comme une lame chaude. Toute ma vie, j'ai entendu que je n'étais pas faite pour ce monde. Que je venais du mauvais quartier. Que je n'étais pas née du bon côté, dans la bonne peau, avec le bon nom. On m'a dit que j'étais trop silencieuse, trop effacée, trop, tout. Aujourd'hui, je ne suis pas venue ici pour prouver que je suis meilleure qu'eux. Je ne suis pas venue pour leur voler leur trône, ni pour qu'on m'applaudisse. Je suis venue pour rappeler une vérité qu'ils ont oubliée. Le talent, lui, ne porte pas de costume. Il ne demande pas la permission. Et surtout, il n'a pas besoin d'être validé pour exister. Silence. Pur. Brutal. Total. Puis, un seul applaudissement se fait entendre. Celui d'un jeune technicien, resté au fond du chapiteau. Rapidement rejoint par 2. Puis 10. Puis toute une partie du public. Des invités se lèvent. Des membres de l'équipe média déposent leur caméra pour applaudir à leur tour. Chuck reste assis. Raide. Les poings fermés. Les yeux dans le vide. Un extrait du discours d'Elena fait le tour des réseaux sociaux dans les heures qui suivent. Les images de son calme, de son silence, de ses tirs parfaits, deviennent virales. Mais c'est sa dernière phrase, sobre, droite, qui devient un slogan, gravé sur des pancartes, imprimé sur des t-shirts dans les rues de Jackson. Le talent n'a pas besoin d'être vu. Il a juste besoin d'un champ libre. Quelques mois plus tard, au sud de Jackson, Mississippi, une vieille friche industrielle change de visage. Là où s'entassaient autrefois des carcasses rouillées de voitures et des souvenirs abandonnés, un bâtiment flambant neuf s'élève désormais, vêtu de briques rouges et d'acier noir. En lettres blanches élégantes, on peut lire sur la façade: The Walker Legacy Centre de formation en tir de précision, discipline et résilience. Elena n'a pas invité les caméras. Elle n'a pas fait de discours officiel. Elle ne veut pas d'inauguration en grande pompe. Tout ce qu'elle souhaite, c'est que les portes s'ouvrent, et que les enfants puissent entrer. Des garçons aux yeux fatigués. Des filles à la voix étouffée. Des adolescents perdus dans un monde trop bruyant pour les entendre. Ici, on n'enseigne pas la guerre. On enseigne le silence. Le souffle. La patience. Le respect de soi. Elena a tout financé elle-même, grâce aux gains du tournoi. Elle a refusé les offres de sponsoring, les contrats publicitaires, les interviews lucratives. Pas par arrogance. Par principe. Parce qu'elle sait que certains combats se gagnent loin des lumières. Chaque salle du centre porte le nom d'une personne qui l'a forgée, Gloria, sa mère. Ézéchiel, son grand-père. Et même une pièce discrète, à l'arrière du bâtiment, simplement nommée « La salle du vent », en hommage à ce 10e tir parfait, celui qui a tout changé. Le centre devient rapidement un repère pour la jeunesse de Jackson. Des coachs bénévoles, anciens militaires, éducateurs, artisans du quartier, viennent encadrer les jeunes. On y apprend à viser, oui, mais surtout à ne pas se précipiter. À respirer. À penser. À retrouver le contrôle dans un monde qui les pousse constamment à réagir sans réfléchir. Elena, elle, continue de vivre simplement. Même maison. Même camionnette cabossée. Elle refuse les projecteurs, mais sa présence rayonne à chaque coin du centre. Les enfants la surnomment Miss Whisper, parce qu'elle parle bas, mais ses mots frappent fort. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, dans un bureau de verre et d'acier surplombant Manhattan, Chuck Remington III regarde son empire vaciller. Les vidéos du tournoi tournent encore sur les réseaux. Les commentaires sont sans pitié. Les sponsors s'éloignent un à un. Les chroniqueurs économiques ne parlent plus de ses exploits, mais de la chute silencieuse d'un héritier aveuglé. Il refuse toute interview. Ignore les sollicitations. Il vit dans le confort, bien sûr, mais son nom n'a plus le même éclat. Dans les cercles privés, on chuchote, il s'est fait battre par une inconnue venue de nulle part. Mais ce n'est pas vrai. Elle ne venait pas de nulle part. Elle venait de Jackson. Un jour, un journaliste obstiné parvient à le croiser à la sortie d'un gala discret et lui tend un micro. « Monsieur Remington, que pensez-vous du Walker Legacy ? » Vous n'avez jamais répondu. Chuck hésite. Son regard se perd un instant. Puis il murmure,
presque à contre-cœur. C'est ce que j'aurais dû construire. Il remonte dans sa voiture sans un mot de plus. Et pendant ce temps, au centre Walker, un jeune garçon nommé Malik ajuste la lunette d'un vieux fusil sur une cible à 500 mètres. À ses côtés, Elena corrige doucement la position de ses coudes, sans hausser la voix. Ne pense pas à frapper la cible. Pense à l'écouter. Si tu respires comme elle viendra vers toi. Le garçon inspire. Tire. Impact parfait. Elena sourit pour la première fois de la journée. Non pour un record. Non pour la gloire. Mais parce que, quelque part dans le désert, le silence qu'elle a appris, parle maintenant avec des centaines de voix.